Vous suivez le dernier point d'information sur RTI 1. Bonsoir à tous, voici les titres de ce journal. Des hommes d'affaires italiens s'intéressent aux potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly. La discussion portait sur plusieurs secteurs d'activité, de l'exploitation minière aux fournitures d'équipements, sans oublier les ouvrages publics. Et depuis le lancement de l'opération en février 2020, l'Office national de l'état civil et de l'identification a enrôlé environ 2,4 millions d'Ivoiriens. L'ONESI a aussi produit plus d'1 million de cartes nationales d'identité, a affirmé vendredi dernier son directeur général. C'était au cours d'un déjeuner de presse à suivre dans cette édition. L'Église catholique en Côte d'Ivoire a clôturé son jubilé de ses 125 ans d'évangélisation ce dimanche 24 janvier. Pour marquer l'instant, une messe solennelle a été dite à la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville dans le diocèse de Grand Bassam. Nous reviendrons sur l'état des lieux de l'Église catholique dans notre pays en toute fin d'édition. Voilà pour le titre de ce journal. Et ce dimanche, en fin de journée, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, accompagné de plusieurs ministres, était à la résidence de l'ancien patron du Conseil économique, social, économique, environnemental et culturel, Marcel Zadikessi, une visite au cours de laquelle le Premier ministre est allé apporter la compassion du gouvernement à la famille de celui qui a été un grand serviteur de l'État. L'ancien président du conseil d'administration de la SODECI et de la compagnie ivoirienne d'électricité, Marcel Zadikessi, est décédé le 13 octobre dernier à l'âge de 84 ans. Il sera inhumé le 30 janvier prochain dans son village de Yakolidabou dans le département de Soubré. Et puis la nation ivoirienne va rendre un vibrant hommage aux 4 militaires tués le 13 janvier dans l'attaque perpétrée contre le bataillon ivoirien de la MINUSMA à Tombouctou au Mali. L'état-major général des armées va abriter la cérémonie qui se tiendra en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les soldats tombés sur le front de guerre sont les sergents-chefs Adama Bakayoko et Yacouba Doumbia, le sergent Amian Guiegui et le caporal Mustapha Bamba. Le commentaire de la cérémonie retransmise en direct sur les antennes de RTI 1 sera assurée par Alvor Assa. Tout autre chose à présent, une délégation italienne était dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, conduite par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie. Elle est en mission de prospection économique dans notre pays. Objectif, évaluer l'éventualité d'investissement en Côte d'Ivoire, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Laure Goretti, Erwan Guivet. Des hommes d'affaires italiens venus en mission de prospection en Côte d'Ivoire en vue d'explorer les possibilités d'investissement dans le pays. Ils ont été reçus en audience par le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. Dans cette période difficile du Covid, nous avons pensé de pouvoir faire venir nos sociétés italiennes ici en Côte d'Ivoire. On veut venir importer nos connaissances. Le ministre Ali Koulibaly a encouragé cette mission en démontrant les garanties au niveau fiscal et sécuritaire que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour motiver les investisseurs étrangers vers la destination Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire offre des possibilités à toutes les entreprises qui manifestent l'intention de venir investir ici, chez nous. Nous soutenons votre mission et vous encourageons, après cette mission de prospection, à venir, à revenir pour poser des actes concrets. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays merveilleux et elle est prête à vous accueillir en vous offrant toutes les conditions qui pourraient permettre à vos investissements de prospérer. La délégation d'hommes d'affaires italiens est intéressée par le secteur de l'exploitation minière, la fourniture d'équipements, la transformation de produits agricoles et la construction de logements. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération économique et commerciale existant entre la Côte d'Ivoire et l'Italie.
Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification était face à la presse vendredi dernier. L'administrateur a fait le point de la situation de l'état civil, de l'identification et du flux migratoire. Il a aussi rassuré les pétitionnaires dans l'attente du retrait de leur carte nationale d'identité. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Alvor Assa. L'état civil, l'identification et le flux migratoire, ces 3 points étaient à l'ordre du jour lors de la rencontre qu'a eue le directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, et les journalistes. Selon Sitioni Chinyene Kafana, plus de 2 400 000 personnes ont été enrôlées. Et à ce jour, plus d'1 million de cartes d'identité ont été confectionnées. Le défi que nous rencontrons se situe surtout au niveau de l'engouement des populations. Donc nous essayons de communiquer beaucoup plus sur le fait que les cartes sont produites, que nous avons une forte capacité de production qui est atteinte aujourd'hui, et appeler donc les Ivoiriens à venir retirer leurs cartes. Il faut dire que, bien entendu, nous avons des messages, des SMS que nous envoyons. Nous avons également nos centres d'appel que nous avons mis à contribution. Et donc nous demandons aux Ivoiriens, donc, dès qu'ils reçoivent ces SMS et ces appels de nos équipes, de se rendre très rapidement vers les centres normalement en vue du retrait de leur carte d'identité. Le directeur général de l'ONESI exhorte les Ivoiriens à se faire enrôler massivement. Pour faciliter l'enrôlement au niveau du monde rural, un partenariat a déjà été signé selon lui entre l'ONESI et la Poste de Côte d'Ivoire. Il a rappelé pour terminer que 500 000 cartes nationales d'identité seront produites chaque mois pour satisfaire la population ivoirienne. Autre chose à présent, la 22e édition du prix Ebony s'est déroulée hier samedi à Yamoussoukro. Marcel Akaakissi, journaliste au quotidien L'Inter, est la lauréate 2020 du super prix Ebony. Elle a remporté le prix de la presse support papier et de la meilleure interview. Cheikh Koné de la rédaction de RTI 1 a glané le prix Ebony Télé. En somme, une vingtaine de prix attribués et des prix d'honneur décernés à des personnalités marquantes de la presse. Le compte-rendu de Franck Okwadio, notre envoyé spécial à Yamoussoukro. Ebony 2020 est Madame Akaakissi Marcel de l'Inter. Monsieur le ministre. Akaakissi Marcel du journal L'Inter, sacré super Ebony 2020. Dans sa besace, les prix Ebony de la presse écrite et du meilleur interview. Quant au prix Ebony Télé, il revient à Cheikh Koné de RTI 1. Le prix Ebony Radio est remporté par Ligua Aimé de Radio Yopougon. L'Ebony du meilleur présentateur télé revient à Ali Diarasouba de NCI. L'innovation cette année, c'est l'Ebony de la presse numérique dont s'accapare Téné Ben Ousmane de La Voix des Femmes. Quant à Amy Sissoko de RTI 1, elle remporte le prix Joseph Diomandé du meilleur reportage. Ce prix est aussi une motivation à ne pas baisser les bras. Il faut maintenir le cap et aussi nous devons être des modèles pour la génération montante. C'est 2 prix qui m'honorent et je suis très fier. C'est ma première participation au concours Ebony. Je pense que la prochaine fois, je ferai mieux. Avoir ce prix-là, je pense que c'est la reconnaissance du travail qu'on fait jour et nuit. Je remercie toute la direction de la RTI, je remercie mon rédacteur en chef, je remercie également le service économie, la directrice de l'information pour son accompagnement, pour son encadrement. Je suis très reconnaissant à l'ensemble de la corporation, mais aussi et surtout à l'ensemble de tous les téléspectateurs et internautes qui suivent le travail qu'on fait tous les jours. Je voudrais avoir également une pensée très forte pour l'ensemble des journalistes de la rédaction, l'ensemble des journalistes avec qui j'ai travaillé déjà à l'époque quand j'étais à la RTI. Quel journaliste pour une Côte d'Ivoire rassemblée? Le thème central de cette 22e édition qui ramène le journaliste à prendre conscience de sa place dans la reconstitution du tissu social. Le message est réaffirmé par le président de l'UNGCI. Le journaliste peut être à la fois un pyromane et un pompier. Les journalistes ivoiriens ont décidé de prendre clairement l'option du pompier. Aussi, voudraient-ils apporter leur pierre à l'édification d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Une volonté de mieux faire, et cela est apprécié par le ministre Akobena Kwasi Adjoumani, invité spécial. Pour sa part, Sidiki Moko Touré, ministre de la Communication et des Médias représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, a invité les journalistes à désarmer leurs plumes et à s'engager résolument à la consolidation de la cohésion sociale. Vous avez nos encouragements. La nation sait pouvoir compter sur vous pour maintenir la stabilité sociale dans les mois et les années à venir.
vous comprenez donc l'importance de votre mission. C'est pourquoi, dans un environnement aux rares moyens, le gouvernement ne lésine sur rien pour vous accompagner. Chers amis journalistes, je tiens à vous féliciter pour avoir choisi de questionner votre responsabilité dans la construction de la nation, la consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de la paix. Des distinctions particulières récompensant des figures de proue de la presse et des prix sectoriels ont été également remis aux nominés pour leur production. Un prix spécial a été décerné au Premier ministre Ahmed Bakayoko pour ses actions en faveur d'une presse libre en Côte d'Ivoire. Le Super Ebony 2020, Marcel Aka qui s'y succède à Serge Akolia du RTI 1. Elle reçoit un véhicule et 20 millions de francs CFA en plus de divers lots offerts par les partenaires. Autre chose à présent, le président du Fonds de garantie des crédits aux PME était ce dimanche l'invité du magazine de RTI 1 avec Herman Guivet. Les échanges ont porté sur le champ d'action du Fonds de soutien à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Marcelin Zinzou, que je vous propose d'écouter. La PME doit d'abord être formellement constituée. Une fois qu'elle est formellement constituée, c'est-à-dire avec un registre de commerce, une déclaration fiscale d'existence et une déclaration de CNPS, la PME doit être à jour de ses obligations, bien entendu, fiscales et sociales, puisque vous savez très bien qu'il s'agit d'argent public qui nous permet de garantir les crédits qui seront consentis par les banques. Donc cet argent public est pris au niveau de la collecte des impôts. D'accord. Donc, vous devrez être en conformité avec vos obligations fiscales. Une fois qu'on a fini de dire cela, vous allez voir votre banquier, vous demandez votre prêt à votre banquier, et votre banquier vous demandera d'apporter les garanties nécessaires. Et là, vous allez ensuite contacter le fonds de garantie des crédits aux PME, si vous avez besoin qu'on vous accompagne pour vos garanties. Et ça se fait directement sur le site du Fonds de garantie des crédits aux PME, www.fgpme.ci, et vous remplissez tout le formulaire possible et nous vous répondons dans un délai de 72 heures maximum, en vous octroyant ou pas la garantie selon la nature et la qualité de votre dossier. Ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Et ensuite, il existe un deuxième mode de fonctionnement pour les champions nationaux. Pour les PME que nous avons identifiés comme des champions nationaux. Pour ces PME-là, elles viennent nous voir directement. Elles sont pas, il n'y en a pas plus de 300 ou 200. Donc, nous les accueillons directement. Nous étudions avec elles leurs besoins et nous les accompagnons auprès des banques partenaires. Aujourd'hui, nous avons 3 banques publiques conventionnées qui sont la BNI, la Banque Populaire et la Versus Bank. Dès le 1er mars, nous ouvrirons le dispositif aux autres banques du secteur privé et vous pourrez donc aller dans votre banque sans avoir à changer de banque. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19 au 24 janvier 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 24 janvier 2021 238 nouveaux cas de Covid-19 sur 4600 échantillons prélevés, soit 5,2% de cas positifs, 167 guéris et 1 décès. À la date du 24 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 26 850 cas confirmés, dont 24 762 personnes guéries, 146 décès et 1942 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 319 232. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'épidémie n'est pas terminée. Il demande aux populations de rester prudentes, d'être disciplinées et de respecter les mesures barrières, notamment le port de masque dans les espaces accueillants du public et les transports en commun afin de stopper la transmission du virus. On continue à parler de santé. Une nouvelle ambulance médicalisée pour l'hôpital général d'Adjamé d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Ce véhicule de secours arrive à temps pour ce centre de santé fortement sollicité pour des soins d'urgence et des évacuations vers les grands hôpitaux d'Abidjan. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Hôpital général d'Adjamé. Des blessés de la circulation routière viennent d'arriver. Après les premières consultations, l'état de santé de ces victimes nécessite une évacuation vers un autre centre pour des scanners. Mais l'unique ambulance est déjà partie
pour un transfert de malades. Ceux-ci vont devoir patienter. Face à la surexploitation de la seule ambulance, la directrice de l'hôpital général d'Adjamé lance un cri de cœur. L'hôpital général d'Adjamé est l'hôpital de référence du district sanitaire Adjamé Plateau à Tékoubé. Les centres périphériques évacuent les cas graves. Au cours de l'année 2020, nous avons reçu 606 accidentés de la voie publique. Donc nous avons besoin d'une seconde ambulance parce que souvent, nous ne réussissons pas à les évacuer. L'appel a un écho favorable. Le maire, Farid Koussoumaro, remet une ambulance médicalisée d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA à l'hôpital général d'Adjamé. Actuellement, la pandémie qui circule partout dans notre pays et Adjamé qui reçoit 2 millions de personnes, il était important pour nous vraiment de mettre l'accent sur le volet santé. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique traduit la gratitude du docteur Eugène Aka Awele. Cet hôpital est dans un projet de réhabilitation dans le cadre de la couverture maladie universelle. Après cette réhabilitation, il faut naturellement que le transport hospitalier puisse être développé. Cette nouvelle ambulance vient porter à 2 le nombre de véhicules du parc automobile de secours d'urgence de l'hôpital général d'Adjamé. Santé toujours avec le centre médical de Ndoussi dans le département de Tiassalé qui vient de recevoir du matériel biomédical, un don de l'organisation humanitaire ADRA estimé à 46 millions de francs CFA. Les explications de Jeanne Toubé. Ndoussi, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiassalé. Des équipements biomédicaux sont offerts au centre de santé de cette localité afin d'améliorer les soins et actes de santé des populations, surtout les plus vulnérables. C'est un don de l'organisation chrétienne humanitaire ADRA, Adventist Development and Relief Agency. C'est un devoir de venir à Ndoussi, accompagner cette communauté et permettre que la population de cette ville, de cette région, puisse bénéficier des soins adéquats. Et c'est un devoir moral, une responsabilité que nous prenons sur nous d'accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Notre souci aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour qu'il soit utilisé à bon escient et que les bénéficiaires puissent en profiter. Le don de l'organisation ADRA, d'une valeur de 46 millions de francs CFA, est composé de lits d'hospitalisation, de matelas, de tables d'accouchement, de kits d'opération, d'instruments pour plateau technique d'opération et de matériel pour analyse biologique. Ils ont envoyé les matériels pour nous, donc on est très heureuse. Le don que vous venez de faire est une initiative hautement salutaire. Je tiens au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à vous adresser mes sincères remerciements pour votre contribution à l'amélioration du plateau technique de nos structures sanitaires. L'organisation chrétienne humanitaire ADRA inscrit au nombre de ses actions le renforcement du plateau technique des centres de santé dans 22 pays de la sous-région. Avec Ndoussi et Aboisseau quelques mois plus tôt, ces structures de l'église adventiste du 7e jour, basée à Washington DC aux USA, matérialisent son partenariat durable avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de santé. Partenariat qui s'étend dans l'éducation, les catastrophes naturelles et l'humanitaire. Au chapitre de la cohésion sociale maintenant, suite à des crises communautaires ayant causé des pertes en vie humaine et des dégâts matériels, les populations des localités de Guézon dans le département de Diokoué et Petit Guiglo dans le département de Blot-le-Quin ont connu une fracture du tissu social. Pour amener la paix et la cohésion sociale dans ces localités, le médiateur de la République s'est rendu sur place. Dans ce reportage que vous allez voir, Adama Tungara lance un appel à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. C'est une correspondance d'Ève Boué. C'est à Guézon que le médiateur de la République, Adama Tungara, a entamé sa tournée de sensibilisation des populations à la paix et à la cohésion sociale. Adama Tungara, face à l'ensemble de toutes les forces vives de Guézon, lance un appel à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Chers parents de Guézon, je voudrais vous exhorter à œuvrer avec un engagement ferme à redorer l'image de notre localité aux yeux de la communauté nationale
en tournant le dos à l'affrontement, à la violence et à la division. Quelles que soient nos divergences d'opinion et de culture, nous devons apprendre à vivre ensemble, dans le respect mutuel et surtout la tolérance. Pour rappel, les 27 et 28 décembre 2020, cette localité a vécu une crise communautaire entre autochtones et une communauté allochtone. Après Guézon, cap sur Petit Guiglo dans le département de Bleu-le-Quin. Ici, le 4 janvier dernier, une crise entre les autochtones et une communauté de la CEDEAO a engendré une fracture du tissu social. Bilan, un mort et des blessés. Cette tentative de se rendre justice ne peut pas perdurer, ne peut pas continuer, parce qu'on est dans un état de droit. Force doit être laissée au droit. Dans les deux localités visitées, les comités locaux de veille et de suivi de la cohésion sociale mis en place poursuivront les sensibilisations et les actions pour le retour définitif de la paix. Et on reste toujours dans l'ouest du pays. C'est la 7e compagnie du genre que compte la Direction générale de la police nationale. La ville de Diokoué vient d'être dotée d'une compagnie républicaine de sécurité, une unité qui devrait lutter contre le grand banditisme dans la région. Le commentaire de Godefroy Okambawa. Diokoué, chef-lieu de la région du Guémon, vient d'être doté d'un détachement de CRS, compagnie républicaine de sécurité. Les populations sont heureuses de cet acquis qui vient renforcer le dispositif sécuritaire de la localité et de toute la région du Guémon. La compagnie républicaine de sécurité de Diokoué est la 7e compagnie du genre que la Direction générale de la police fait installer dans le Guémon, d'où son appellation CRS7. La CRS7 a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans sa zone d'intervention. Lors de la cérémonie de salut aux couleurs qu'abritait le collège moderne Jean Glao, le préfet de Diokoué a demandé aux populations de réserver un bon accueil aux éléments de la CRS7 et surtout une bonne collaboration afin que les policiers de cette compagnie mènent à bien leur mission. C'est une force d'appoint qui vient compléter le dispositif sécuritaire au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a la gendarmerie, il y a le commissariat de police. Donc la CRS7 vient en complément à tout ce dispositif sécuritaire. Selon l'arrêté qui crée cette compagnie, elle a en charge non seulement le département de Diokoué, mais l'ensemble de la région du Guémon pour régler les problèmes sécuritaires qui se posent. Les populations de Diokoué ont espoir que le taux d'insécurité élevé dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire baissera considérablement. Retour à Abidjan avec ce fait de société accompagné de sa tante. Il avait quitté le domicile familial le 3 janvier dernier. Égaré par la suite par inattention, le petit Adama vient de retrouver ses parents. Il a été remis à sa famille par la direction de l'adoption et de la protection des droits de l'enfant. Les explications de Mahama Traoré. Orphelinat de Bingerville, que d'émotions pour ces retrouvailles entre le petit Adama et ses parents. Il est content d'être à nouveau dans les bras des siens, 1 an et demi après avoir été porté disparu. Une situation difficile et douloureuse qu'a vécue sa famille. On l'a amené à l'hôpital le 3 janvier. J'étais pour le soigner, il avait mal aux oreilles. Je l'ai mis sur un banc à mon retour. Adama est sorti. C'est depuis ce jour, je n'ai plus vu mon neveu. Après plusieurs mois de recherche, la famille Dambélé a retrouvé l'enfant après un appel lancé lors d'un passage télévisé à l'émission C'est Midi de la RTI. J'ai cherché mon neveu, je n'ai pas vu mon neveu. Et ma camarade maintenant qui me conseille, on n'a qu'à aller ce midi. Puisque je suis en conflit avec ma mère, aller expliquer là-bas peut-être, par la chance, si Adama vit toujours, on va nous aider. Après l'émission, on nous a appelé pour dire qu'on n'a qu'à passer à l'orphelinat de Pougon. On est parti, on nous a dit viens ici, on est venu trouver que vraiment c'est lui. Mais je suis contente même. Je ne peux pas parler, l'émotion même, ça me fatigue. Pour le directeur de l'adoption et de la protection des droits de l'enfant, ce retour en famille du petit Adama implique de nombreuses démarches. Pour qu'une réunification soit possible comme celle d'aujourd'hui, il faut que les indices nous fassent arriver à une famille. Lorsque nous arrivons à une famille, nous exigeons de savoir s'il y a des traces de vie antérieure de l'enfant dans cette famille. Il s'agira pour nous de trouver des photos.
il s'agira pour nous de trouver des témoignages, il s'agira pour nous d'avoir aussi d'autres indices que sont les pièces d'identité, l'extrait de naissance de l'enfant délivré par des services municipaux ou des services habilités qui nous sont délivrés par les parents, sur lesquels nous découvrons que l'enfant est bel et bien fils de père et de mère indiqués sur l'extrait de naissance. Aussi, il y a la possibilité pour nous de retrouver l'enfant dans une vie de famille qui est immédiate lorsqu'il arrive lui-même à reconnaître ses parents et que le contact est fait avec un attachement antérieur qui facilite ce contact du jour. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a apporté sa contribution en dons en espèces et en vivres. Je vous le disais en ouverture de ce journal, l'Église catholique de Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche ses 125 années d'existence. Et c'est la paroisse Saint-Esprit de Mokéville dans le diocèse du Grand Bassam qui a été choisie pour abriter la cérémonie de prière et de commémoration. Le compte-rendu de Grace Kando. Bassam, porte d'entrée de la foi en Côte d'Ivoire. C'est dans cette ville historique en 1895 que les envoyés de la Société des missions africaines SMA ont apporté l'évangile en terre des Burma. Ce dimanche, les 15 diocèses du pays se sont retrouvés à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville à Bassam pour célébrer la clôture des festivités marquant les 125 ans d'existence de l'Église catholique. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens restent fidèles aux engagements de leur baptême. Ils accordent une place importante à la prière dans leur vie. Des groupes de prière se constituent ici et là. Les fidèles, dans leur ensemble, participent d'une façon plus active à l'Eucharistie. Ils sont nombreux, les foyers chrétiens qui s'efforcent de vivre les exigences du sacrement du mariage et restent soucieux de l'éducation de leurs enfants. Beaucoup a été fait certes, mais pour les fidèles, les 125 ans marquent un nouveau départ dans la foi. 125 ans d'évangélisation sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est une grâce pour nous. Que ce jour apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous a comblés de beaucoup de bonnes choses. Mettre le mot amour, paix et confiance. Et puis bien sûr, la charité. Nous allons entrer en nous-mêmes pour évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir tirer une conclusion pour parfaire ce qui n'a pas marché par le passé. Des résolutions qui cadrent avec la vision du gouvernement qui se montre solidaire de cette célébration. Le chef de l'État a été représenté par le ministre des Sports. 125 ans d'évangélisation en ce jour de jubilé. Cette bonne nouvelle qui aujourd'hui doit être une source de renouvellement de notre foi, une source de charité, une source qui doit nous inspirer à marcher résolument vers la réconciliation et le partage. Pour que la Côte d'Ivoire garde sa vocation d'être la terre d'espérance, le pays de la vraie fraternité. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise de parchemin à certains fidèles pour leur engagement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le tour du monde de l'actualité en 7 jours, c'est maintenant et c'est une sélection d'Alexis Ouedraogo. Après plusieurs mois de convalescence en Allemagne, où il se remettait d'une tentative d'empoisonnement, l'opposant russe Alexei Navalny a été arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Moscou. Les services pénitentiaires russes ont précisé lundi qu'il resterait en détention jusqu'à la décision du tribunal. Arrêté fin décembre, l'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala est depuis le 2 janvier mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Sa demande de libération sous contrôle judiciaire a été rejetée. Les Nations Unies soupçonnent sa milice d'avoir mené des exactions aux côtés de la branche armée du mouvement de libération du Congo, dirigé par son allié d'alors, Jean-Pierre Bemba. Vainqueur de la présidentielle du 3 novembre dernier, le démocrate Joe Biden a été officiellement investi mercredi. Il a exhorté les Américains à se rassembler. Le président sortant Donald Trump n'a pas assisté à la cérémonie.
L'Union européenne appelle à éviter les voyages non essentiels entre les pays du bloc pour faire face à la menace des nouveaux variants du coronavirus. La présidente de la Commission européenne a proposé jeudi pour les pays hors Union européenne des mesures de sécurité supplémentaires. Le Congrès américain a confirmé à une large majorité vendredi la nomination de l'ex-général Lloyd Austin au poste de ministre de la Défense. À 67 ans, Lloyd Austin devient le premier Afro-Américain à diriger le Pentagone. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 à la tête du pays, a annoncé samedi qu'il serait candidat à sa propre succession lors de la présidentielle du 21 mars. Il a été investi candidat à la présidentielle par sa formation politique, le Parti congolais du travail, et 16 autres formations alliées à la majorité. Au moins 3 soldats maliens ont été tués dans la nuit du samedi à dimanche dans le centre du pays, dont 2 attaques attribuées aux djihadistes près de la frontière avec le Burkina. Déjà jeudi, 3 autres soldats maliens avaient été tués par un engin explosif improvisé. Le centre du Mali est devenu l'un des principaux foyers d'attaques qui se sont propagés depuis 2015 au sud du pays, mais aussi au Burkina Faso et au Niger. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi matin avec Régis Kofi dans Matin Bonheur. L'édition de 13h vous sera présentée par Juliette Ouéa. Bonsoir et que la paix soit chez vous.